Bonjour, bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Depuis la publication début 2026 de plus de 3 millions de documents liés à Jeffrey Epstein, tout le monde peut se plonger dans ces dossiers, ces fameux files, composés de courriels, images et autres vidéos en lien plus ou moins direct avec le criminel sexuel américain. Et ça fait la joie de complotistes qui disent « Vous voyez, on avait raison depuis le début, il y a bien une alliance internationale des puissants pour commettre des choses atroces, et en plus, tout ça a été orchestré par un homme riche, juif, n'en jetez plus, c'est trop de bonheur ». De quoi faire douter même le plus rationnel des observateurs? Et si les complotistes avaient raison? Ou plutôt, si on veut prendre les choses dans l'autre sens, comment prendre au sérieux l'affaire Epstein sans tomber dans le complotisme? C'est le thème de notre épisode du jour et j'en parle avec Pascal Wagner-Rieger, chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg en Suisse. Bonjour monsieur. Bonjour. Vos recherches portent sur le complotisme. Vous avez notamment écrit l'ouvrage « Psychologie des croyances aux théories du complot » publié aux presses universitaires de Grenoble en 2021 et vous sortez tout prochainement un nouveau livre, un décryptage de 30 théories du complot. Ça s'appelle « Je ne suis pas complotiste mais » et ça sort fin mars aux éditions 41. Alors, je ne suis pas complotiste, mais l'affaire Epstein me fait douter. C'est grave, Pascal Wagner-Rieger? Non, c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on a quelque chose de tout nouveau et pour nous, c'est très intéressant quand on étudie le complotisme comme moi depuis plus de 20 ans en fait. Il y a quelque chose de tout nouveau dans l'affaire Epstein ou Epstein, c'est égal, on peut prononcer les deux puisqu'il y a tout un débat sur la prononciation. Epstein, c'est la prononciation américaine et voilà, Epstein, c'est en allemand ou en français. Et donc, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est qu'il y a un vrai complot. Donc déjà, quand on parle de complotisme autour de l'affaire Epstein, on n'est pas du tout en train de minimiser la véritable affaire qui est un scandale pédosexuel. Donc, c'est à la fois un scandale d'un prédateur masculin, un réseau d'hommes qui commettent des délits sexuels. C'est aussi pédocriminel puisqu'il y avait des filles qui étaient mineures. Et donc, ça n'enlève, de parler de complotisme là autour, ça n'enlève rien à l'horreur de la chose, faut le dire tout de suite, puisque souvent, les gens qui nous critiquent nous disent, mais en parlant de complotisme, vous êtes en train d'évacuer l'affaire Epstein, alors pas du tout. Donc, en fait, il faut même distinguer les deux pour justement bien savoir de quoi on parle. Donc, il faut distinguer le vrai complot et qui est aussi en partie financier, puisqu'il y a aussi des conflits d'intérêts, des collusions entre le monde de la finance et la politique. Donc, il y a aussi ce scandale-là. Donc, on est vraiment dans un scandale multifacette. Et donc, il y a ce vrai complot Epstein et c'est pas la même chose qu'une théorie du complot. Nous, on a toujours fait la différence entre les vrais complots et les théories du complot. J'utilise deux termes différents pour bien indiquer que c'est pas du tout la même méthode, en fait, pour l'un ou l'autre. C'est-à-dire, j'utilise la science du complot pour dire que pour trouver un vrai complot, il faut cette méthode-là, c'est-à-dire c'est la méthode des journalistes d'investigation, c'est la méthode des procureurs, ça peut être un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, comme Erin Brockovich, mais ça veut dire c'est prouver un complot par des preuves directes, qui a fait quoi, quand, comment, et faire une enquête en secret, donc on va pas faire un site en disant voilà ce qu'on a trouvé, donc comme le font les complotistes, et on va faire une enquête jusqu'à qu'on trouve des preuves ou pas de tel ou tel complot. Les preuves du complot, c'est justement qui a organisé quoi, comment. Alors que les croyances, le complotisme, les théories du complot, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que j'appelle la religion du complot, c'est-à-dire qu'on croit à toutes sortes de complots qui peuvent être vrais ou faux. D'ailleurs, bon, la plupart sont sans doute faux et peu plausibles, mais ils ont en théorie n'importe quel complot. Par exemple, le fait que Epstein ne s'est pas suicidé, mais s'est fait assassiner, ça pourrait être vrai. Simplement, on n'a pas de preuves suffisantes. On a juste ce qu'on appelle des données erratiques, des anomalies apparentes de la version officielle. Donc, dans le cas d'Epstein, c'est bizarre parce que les caméras se sont arrêtées juste quelques heures avant qu'il se suicide. C'est bizarre parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de gardien à ce moment-là. Et c'est vrai que ça paraît bizarre. Et toutes les théories du complot fonctionnent comme ça. C'est autant les plus plausibles, comme l'assassinat de Kennedy, autant les plus fantaisistes, comme la Terre plate. Elles ont toute cette même méthode de la religion du complot. On vous dit, voilà, c'est bizarre. Et effectivement, c'est bizarre, ou la mission Apollo sur la Lune, c'est bizarre parce que le drapeau semble flotter alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et ces éléments bizarres, ça pourrait être le signe d'un complot, mais c'est largement pas suffisant pour le déterminer. Et par exemple, le drapeau ne flotte pas sur la Lune, c'est une barre en métal qui le tient immobile et donc il n'y a pas de choses bizarres. La plupart de ces anomalies apparentes ne sont pas du tout des anomalies. Epstein, c'est beaucoup moins bizarre quand on sait qu'il y a eu des pannes de caméra pendant tout l'été, elles fonctionnaient très mal, et c'est beaucoup moins bizarre quand on apprend qu'il a tenté de se suicider plusieurs fois avant. Donc voilà,
L'assassinat reste possible, mais on n'a largement pas assez de preuves. Et la seule façon de prouver un complot, vrai ou faux, c'est la science du complot, c'est-à-dire des enquêtes dans la vraie vie, pas derrière son ordinateur comme font les complotistes, et jusqu'à trouver des preuves ou pas de tel ou tel complot. Il y a une formule cruelle mais juste de mon collègue Sébastien Dieguez qui dit que jamais aucun complotiste n'a découvert de vrais complots, parce que c'est pas la bonne méthode pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Les complotistes vont croire à toutes sortes de complots. Parmi ces complots, il y en aura de temps en temps un ou l'autre qui ressemblera à un vrai complot découvert par des journalistes ou des procureurs. Dans l'affaire Epstein, on a ce vrai complot et on a plein de théories du complot qui précédaient, mais aucune ne disait que Epstein était coupable avec tel ou tel autre. Les théories du complot qui précédaient, c'était le Pizzagate aux États-Unis, c'était l'accusation comme quoi Hillary Clinton et tous les démocrates étaient des pédosatanistes et qu'eux, ils avaient leur QG, leur quartier général était basé à New York dans une pizzeria. Ce qui fait que quelqu'un est allé avec un fusil, un complotiste est allé avec un fusil pour essayer de libérer ses enfants et de prouver son complot. D'autres théories du complot là-dessus, c'était l'adrénochrome sur le plateau de Cyril Hanouna, vous vous en souvenez sans doute, où on a des gens qui disaient que les Céline Dion et d'autres célébrités boivent du sang d'enfant pour rester jeunes. Donc voilà, c'est des scénarios un petit peu hollywoodiens de films d'horreur et qui sont pas du tout prouvés. Donc voilà pourquoi l'affaire Epstein, on a l'impression que les théories du complot sont prouvées parce qu'il y a un vrai complot et il y a des théories du complot autour. Et donc, il y a quelques éléments qui se recoupent, mais vraiment pas suffisamment et pas complètement pour prouver que les thèses complotistes préalables étaient dans le vrai. Il y a quand même deux éléments, peut-être deux ingrédients assez forts qui vont dans le sens des complotistes, il me semble. C'est que d'une part, là, dans l'affaire Epstein, ça touche les élites. Alors, on peut définir les élites, mais bon, ça touche quand même des gens très haut placés, politiquement, économiquement, socialement, un peu partout dans le monde. Et le deuxième élément, c'est que la justice, manifestement, n'a pas fait correctement son travail parce que Jeffrey Epstein avait été inquiété il y a plusieurs années et finalement, il a bénéficié de réduction de peine, d'une justice assez clémente. Et ça aussi, c'est quand même deux ingrédients qui apportent de l'eau au moulin, non ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que le vrai complot Epstein ressemble à des théories du complot. Mais quand on dit qu'une partie de l'élite, oui, il y a une partie de l'élite qui commet des crimes et qui est sexuellement déviante, comme partout dans la société, malheureusement. C'est pas la majorité de l'élite. C'est ça aussi l'exagération complotiste, c'est de dire toute l'élite est comme ça, ils sont tous corrompus, etc. Pour l'instant, il y a eu 3 personnes emprisonnées. C'est pas de nouveau, on minimise rien du tout en rappelant les faits. C'est qu'il y a 3 personnes emprisonnées. Il y a d'autres personnes qui sont suspectées plus ou moins fortement d'avoir participé ou d'avoir bénéficié de ce réseau pédocriminel. Voilà, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont soupçonnées. Donc, on n'a toujours pas de preuves. Et les journalistes, comme ceux de Mediapart ou d'autres qui enquêtent, le disent bien. Tout ça, c'est des hypothèses possibles pour enquêter. Donc, au mieux, le soupçon complotiste, c'est un point de départ d'une enquête sérieuse de la science du complot. Et c'est, pour les complotistes, eux, ils voient ça comme la conclusion de leur enquête. Pour eux, ils sont certains que c'est la vérité. Donc, c'est ça le problème du complotisme. Donc, voilà, on a une minorité de l'élite, parce que l'élite mondiale, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Donc, on espère que tous ne sont pas comme ça. Et alors, bien sûr, c'est vrai que ce qui est injuste, de nouveau, mais ça, c'est le pouvoir de l'argent, c'est que les gens qui sont plus riches auront plus de moyens pour se défendre. C'est ça qui est scandaleux aussi dans cette affaire, c'est l'impunité et parce que Jeffrey Epstein, d'abord, il avait beaucoup d'argent pour se défendre et il connaissait tout le monde. Donc, on peut aussi plus facilement passer entre les gouttes quand on est riche. Voilà. Et il y a aussi un effet du pouvoir, il faut le dire. En psychologie sociale, on étudie ça aussi. On n'est pas du tout en train de stigmatiser les complotistes et d'encenser les puissants et le gouvernement. On a des études qui montrent qu'effectivement, quand on est en position de pouvoir, on fait des études en laboratoire où on donne un petit pouvoir à des gens, n'importe qui, et il y a une petite tendance statistique à avoir un peu moins d'empathie quand on est en position de pouvoir et de tricher aussi un petit peu plus avec les règles. Donc effectivement, tout un chacun, et je pense qu'il y a un petit peu plus de délinquance dans certains domaines. Quand on est en situation de pouvoir, on peut un peu plus facilement, disons, aller dans les zones grises ou tricher un peu. Par exemple, la fraude fiscale, si vous êtes très riche, c'est plus facile que si vous êtes plus contrôlé par les impôts. Vous faisiez allusion au travail des journalistes d'investigation, par exemple ceux de Mediapart, et c'est vrai que là, c'est un vrai challenge, une fois que tous ces documents ont été mis à disposition, d'aller les trier, les fouiller, surtout qu'il y a des choses qui sont anecdotiques ou qui n'ont pas grand-chose à voir, donc il faut vraiment aller chercher ce qui fait sens, et puis encore derrière ça, enquêter, parce que c'est pas parce qu'il y a un email que c'est une preuve de tout. Donc il y a un gros boulot journalistique à faire, et ce qu'on a pu voir ces derniers temps en France,
tendance dans les médias français, c'est que quand des journalistes enquêtaient et puis sortaient des infos sur une piste probable, donc là je pense précisément à la piste russe, donc Epstein qui aurait été peut-être un espion pour le compte de la Russie, voilà, en présentant différents files qui pourraient aller dans ce sens-là. Il y a pas mal de gens, des commentateurs, et alors je ne sais pas si c'est des complotistes ou pas, mais qui nous répondent et la piste du Mossad, pourquoi vous n'en parlez pas? Parce qu'il y avait aussi factuellement des échanges de mails avec Ehud Barak, etc. Ce type d'interrogation, de reproche, alors il y a le fond et la forme. Là, sur la forme, c'est souvent très virulent et très discréditant, mais peu importe. Mais est-ce que ça vous paraît quand même légitime que l'audience ait des questions ou des ripostes de ce type-là? Oui, mais ceux qui posent ce genre de remarques, c'est que c'est parfois, il y a aussi la théorie du complot juif, donc de dire c'est des antisémites qui vont utiliser ça, et donc eux vont dire tout est Israël. Dieudonné, par exemple, pendant la pandémie, il voyait l'origine du Covid, c'était aussi le Mossad et Israël. Alors, par contre, toutes les hypothèses peuvent être prises en compte, mais chaque hypothèse doit être ensuite investiguée. Donc, il y a la piste, effectivement, de Russes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes filles russes, etc. Donc, il y avait beaucoup de contacts entre Epstein et la Russie, d'après ce que j'ai vu. Et Israël, quelques contacts aussi. Mais voilà, après, c'est justement aux journalistes, et je dirais, des complotistes, moi, je leur dis parfois, changez de méthode. Passer de la religion du complot à la science du complot, mais ce sera difficile pour vous. Parce que la religion du complot, vous êtes en pantoufle derrière votre ordinateur et vous surfez sur des sites non vérifiés et vous croyez plein de choses parce que ça vient renforcer votre vision du monde. Mais là, si vous devenez un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, comme Erin Brockovich, comme d'autres, Irène Frachon à propos du Mediator, vous allez travailler pendant des années sur un seul complot, une seule affaire ou un seul scandale, et vous devrez trouver des preuves dans la vie réelle. Et ça, c'est vraiment utile. Et c'est pour ça que les complotistes, malheureusement, ils sont pas très utiles et ils sont même parfois embarrassants dans la lutte contre la pédophilie, par exemple. Les professionnels, et c'est le professionnel qui le dit, c'est pas moi qui le dis pour les dénigrer, c'est de nouveau les professionnels de la lutte contre la pédophilie qui disent, mais les complotistes, ils accusent tout le monde. Par exemple, Carl Zero, tout à coup, il accuse, dans l'affaire Palmade, il dit oui, mais il y a un réseau pédophile, etc., sans preuve suffisante. Alors, si c'est pour faire une enquête, oui, mais Carl Zero ne fait pas d'enquête. Peut-être parfois, il a des éléments qu'il peut donner à la police, mais si on accuse tout le monde tout le temps, c'est plus tellement utile pour l'enquête. Il vaut mieux, justement, regarder chaque piste et essayer de tirer les ficelles. J'entendais une journaliste d'investigation, je crois que c'était Envoyé spécial, qui disait, tous ces fichiers Epstein, c'est en fait des choses pour tirer des ficelles. On tire des ficelles, on va enquêter, et parfois la ficelle, il n'y a rien au bout, donc c'était une fausse piste. Soit il y a quelque chose et on continue d'investiguer jusqu'à éventuellement trouver quelque chose. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant parce que ça me semble très intéressant. C'est vrai que les complotistes se placent du côté des victimes. Enfin, ils disent en tout cas se placer du côté des victimes et faire ça pour la défense des victimes, la défense des enfants, etc. Des nobles causes, assurément, mais ils leur sont pas utiles du tout. Non, c'est ça le drame, un peu l'ironie du complotisme. Par exemple, je prenais l'exemple de la théorie du complot d'Epstein qui se serait pas suicidé, mais qui se serait fait assassiner. C'est tout à fait plausible, parce que comme d'autres personnes semblent impliquées, on ne sait pas encore qui, quoi, comment, ce serait possible. Mais de nouveau, d'y croire maintenant sans preuve, sans enquête, ça sert en fait à rien. Parce que vous pouvez très bien avoir raison. Tout à coup, on apprend que Epstein ne s'est pas suicidé. Mais les gens qui nous l'apprendront, ce sera des enquêteurs professionnels. Donc, ce sera des journalistes, ce sera des procureurs. Et les complotistes vont dire, on avait raison depuis le début. Et en fait, ils avaient quelque part presque une chance sur deux. C'est-à-dire que soit il s'est suicidé, soit il s'est fait assassiner. Ça sert pas à grand-chose d'essayer de deviner à l'avance quel est le résultat des courses. Donc, c'est ça un petit peu le problème du complotisme. Moi, je compare ça, on compare ça souvent à une montre arrêtée qui donne l'heure correcte 2 fois par jour, ou un astrologue qui fait beaucoup de prédictions, puis il y a une ou deux prédictions qui se rapprocheront de la vérité. Donc, je dis vraiment aux complotistes, changez de méthode et enquêtez vraiment. Vous passerez de quelqu'un qui n'est pas très utile à quoi que ce soit à justement un héros, parce que les lanceurs d'alerte et les lanceuses d'alerte qui trouvent des preuves et qui arrivent à les prouver devant un tribunal, ça devient des héros de la démocratie. Donc autant le complotisme est un danger pour la démocratie parce que ça entretient une méfiance exagérée envers toutes les institutions, envers la démocratie, et on voit bien que ça pousse les gens vers la dictature, vers des leaders autoritaires comme Trump et l'assaut du Capitole. Critiquer les théories du complot et la religion du complot, en fait, c'est pas valoriser le gouvernement, c'est pas être à la solde des puissants, c'est même le contraire. On critique la mauvaise critique du système et des puissants et des grandes entreprises, et on valorise la science du complot, qui est justement la critique raisonnée et rationnelle des puissants et des entreprises
entreprises. Et c'est grâce à cette science du complot qu'on peut condamner des Nicolas Sarkozy, des banques, des grandes entreprises. Donc en fait, en critiquant le complotisme, on améliore la critique de la société et du système. Le complotisme est en soi un danger pour la démocratie, mais autant la science du complot est utile pour protéger justement la démocratie des vrais complots, parce qu'il y a des vrais complots. L'industrie du tabac qui a comploté pendant des années pour faire croire que le tabac n'était pas mauvais pour la santé. Et ils ont été devant un tribunal. Il y a eu un lanceur d'alerte qui a envoyé des documents réels attestés à un médecin. Et donc, les deux et d'autres journalistes ont finalement amené les patrons de l'industrie du tabac dans les années 90 devant un tribunal et ils ont dû payer des millions ou des milliards de dédommagements. Donc, c'est possible de le faire, mais ça implique vraiment un changement total de méthode. Et ça demande du boulot. Vous êtes chercheur en psychologie sociale, Pascal Wagner-Egger. Pourquoi est-ce que ça marche, les théories du complot ? Enfin, déjà, est-ce qu'il faut avoir une tournure d'esprit particulière ? Est-ce que ça marche mieux sur certaines personnes que d'autres ? Et que cherchent à prouver ou à se prouver à eux-mêmes les gens qui entrent dans les théories du complot ? Maintenant, il y a beaucoup d'études depuis une dizaine d'années environ, depuis 2010, un peu plus, 10-15 ans. Il faut aussi dire que nos recherches, on pose des hypothèses, on fait des tests, mais les résultats auraient pu être contraires à ce qu'on a observé. Parce que parfois, on nous dit, mais vous faites ceci, vous pathologisez, vous faites ça. On fait rien du tout. On fait des études où on pose des questions aux gens, est-ce que vous croyez à ci ou ça? Et on fait des liens avec d'autres variables en psychologie ou en sociologie. Et donc, après, on résume l'ensemble de ces recherches qui ont été faites dans des dizaines de pays, des fois sur des milliers de personnes. Donc, et je ne parle pas des résultats où c'est juste une ou deux études récentes qui montrent ceci, cela. Quand je fais un résumé, c'est vraiment de ce qui est plus ou moins accepté dans la discipline. Donc, c'est important de le souligner. Et on trouve à la fois, il y a deux aspects. C'est que chacune d'entre nous peut être attiré par l'une ou l'autre des théories du complot. Et ça, c'est les biais cognitifs ou l'attrait narratif du complotisme. C'est-à-dire, les biais cognitifs, c'est des raisonnements un petit peu rapides qui peuvent parfois être justes, mais qui sont souvent faux. L'exemple, c'est justement le biais de corrélation illusoire. Quand on a deux événements qui apparaissent en même temps, on a l'impression qu'il y a un lien. Par exemple, dans l'affaire Epstein, on va se dire, ah, mais si tel et tel nom apparaît dans les dossiers Epstein, c'est que cette personne que j'aime pas a participé, c'est un pédophile, etc. Voilà, il faut faire attention. Le fait d'être mentionné dans les fichiers Epstein ne veut pas du tout dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. Et ça, c'est un biais cognitif qui fait que tout le monde peut tomber dans ces théories du complot. Et il y a d'autres biais cognitifs comme ceux-là, le biais d'intentionnalité. On voit des intentions humaines là où il n'y en a pas. Par exemple, Diana est morte vraisemblablement d'un accident de la route et on va trouver des intentions humaines négatives. C'est les services secrets qui ont voulu la tuer. De nouveau, ça pourrait être vrai, mais on n'a pas du tout de preuves en faveur de cette hypothèse, donc on garde l'idée plus simple de la version officielle. Et l'attrait narratif, c'est que c'est des belles histoires. S'il y a eu un complot, vous pouvez faire un film. Si Diana a été tuée par les services secrets, c'est beaucoup plus intéressant que si elle est tombée dans les escaliers, malheureusement, ou si elle a eu un accident de la route comme monsieur et madame tout le monde. Et voilà, ça aussi, on a des recherches qui montrent qu'effectivement, les gens qui sont nuits, ils aiment bien les théories du complot parce que c'est vraiment divertissant, comme les extraterrestres ou les fantômes, qui sont aussi des croyances à partir de données insuffisantes. On voit des lumières floues dans le ciel et on en tire la conclusion que les extraterrestres existent. Peut-être que c'est vrai, mais il y a toutes les chances que ce soit faux et on a besoin de beaucoup plus de preuves si on a l'esprit un peu plus rationnel et scientifique. Donc ça montre que tout le monde peut être attiré par les théories du complot et ces éléments, ces anomalies apparentes sont très attractives. On vous dit, regardez, c'est bizarre sur cette photo, on voit ce drapeau qui flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. On vous dit, c'est bizarre parce que dans le ciel, il n'y a pas d'étoiles. Le ciel est noir alors qu'ils sont sur la Lune, donc il y a des étoiles. Voilà, apparemment, c'est bizarre et notre cerveau est très attiré par ça. Donc on voit qu'on est trop facilement attiré par ça, puisqu'il n'y a pas une explication pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. C'est parce que le sol est très blanc et ça fait contraste. Voilà, donc sur Terre aussi, quand en plein jour, on ne voit pas les étoiles, mais elles sont toujours là. Donc c'est ça aussi qui explique que tout le monde peut se faire avoir. Et moi, que j'ai vu le premier documentaire conspirationniste sur le 11 septembre, j'étais assez convaincu parce qu'on a ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif d'anomalies. Et après, quand on se renseigne mieux, on voit que toutes ces anomalies apparentes, en fait, elles ont des explications plausibles ou possibles. Et on est beaucoup moins convaincu. Et après, on se rend compte que chaque théorie du complot repose exactement sur le même narratif. Donc, on devient de plus en plus sceptique, en fait, envers les théories du complot. Mais il y a aussi après un profil de certaines personnes qui croient plus ou moins. Donc, on s'est aperçu qu'il y a des facteurs sociopolitiques qui font que c'est plutôt en bas de l'échelle sociale, statistiquement, il y a beaucoup d'exceptions, mais il y a un peu plus de complotisme en bas de l'échelle sociale qu'en haut, parce que le complotisme, on peut le voir comme un discours irrationnel de revanche contre les élites. Irrationnel parce qu'on n'a pas de preuves suffisantes
que Emmanuel Macron veut nous tuer avec le vaccin, mais ça se comprend parce qu'on est dans une situation sociale difficile, on a des problèmes de précarité, des problèmes d'injustice sociale, on a un niveau d'éducation plus faible, un salaire plus bas, et donc on a des difficultés sociales. On trouve vraiment ce profil-là. Et au niveau politique, on trouve que c'est plus les extrêmes, et surtout l'extrême droite, où il y a beaucoup de complotisme, un petit peu à l'extrême gauche parfois, effectivement. Et là, ça s'explique aussi parce que le complotisme, c'est un discours anti-système. Et donc, c'est un petit peu, même si les accusations sont peu fondées, c'est un peu le principe calomnier, il en restera toujours quelque chose. Pour un opposant, on dira, voilà, c'est des pédophiles satanistes, c'est riche, et ça nous permet de dire, on va changer de système pour aller vers un leader autoritaire de droite ou de gauche, ce qui sera encore pire, en fait. Mais voilà. Donc ça, c'est l'aspect un peu sociopolitique. Et on a aussi un aspect psychologique. On a des gens qui ont quand même une personnalité un petit peu plus méfiante envers les autres, ce qu'on appelle des sentiments paranoïaques, mais légers, disons. Et ça peut nous arriver à toutes et à tous. Imaginez, vous marchez dans la rue, un petit groupe de personnes se met à rire quand vous passez. Tout le monde va se poser la question, mais est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi ? Ça, c'est un petit peu les sentiments paranoïdes normaux. Et les gens qui croient aux théories du complot auront un peu plus ce genre de sentiments parce qu'ils se méfient un peu plus de tout le monde, leurs voisins, la police, les institutions, etc. Et ils perçoivent aussi plus de corruption, plus de mal dans la nature humaine en général. C'est ce qu'on appelle le machiavélisme. Donc, ils auront des scores plus élevés, c'est-à-dire ils voient que ils pensent un peu plus que les autres que l'homme est un loup pour l'homme. Ce qui est en partie vrai, mais en partie faux aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont honnêtes et qui ne font rien d'illégal. Donc, c'est un petit peu une exagération à partir d'un fond apparent de vérité. Il y a un fond de vérité dans le complotisme, c'est ces vrais complots, ces vraies affaires qui nourrissent aussi le complotisme. Plus il y a d'affaires impliquant des élites, et plus on va penser que c'est juste le sommet de l'iceberg, alors qu'on devrait plutôt être rassuré sur les contre-pouvoirs. On devrait se dire, c'est vrai que la justice américaine a travaillé trop tard, les journalistes aussi aux États-Unis, il y a eu trop de temps pour Epstein, mais c'est quand même eux qui l'ont mis en prison. C'est pas les complotistes qui ont été d'une quelconque utilité. Donc je dirais, on peut tous se mettre d'accord, complotistes ou non, qu'il faut renforcer les contre-pouvoirs et la science du complot, parce que c'est ultra important, c'est justement vital pour la démocratie, mais il faut aussi lutter contre la désinformation et les théories du complot, donc les accusations de complot sans preuve suffisante et qui minent la confiance. Elle mine la confiance aussi parce qu'une théorie du complot en appelle une autre. On trouve, nous, dans nos recherches, que si vous croyez à un complot sans preuve suffisante, alors vous pouvez croire aux autres, et ça devient même encore plus logique d'y croire. Par exemple, si vous croyez que la CIA a, tué Kennedy, vous allez penser qu'elle a très bien pu faire un faux attentat terroriste en 2001 et qu'elle a pu aussi, par exemple, truquer les images de la NASA sur la Lune. Donc voilà, la mentalité complotiste devient vraiment quelque chose comme c'est une dérive sectaire, véritablement, puisque vous êtes amené à croire sans preuve suffisante de plus en plus de complots, de plus en plus gros, et vous tombez vraiment dans une pente glissante, une espèce de spirale négative de complot. Merci beaucoup Pascal Wagner-Egger de nous aider à ne pas tomber dans cette spirale, de nous aider à garder un esprit rationnel et scientifique avec toutes les explications que vous venez de nous livrer. Je rappelle que vous êtes chercheur en psychologie sociale et que votre tout nouveau livre paraît dans quelques jours. Ça s'appelle « Je ne suis pas complotiste, mais…». Merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decomer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.